Sud Radio, les vraies voix de l'emploi. Bienvenue dans les vraies voix de l'emploi avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h sur un sujet qui devrait vous intéresser. On en parle ou pas? Oh oui. Sans aucun tabou. Sans aucun tabou, puisque nous allons évoquer l'amour au travail. Alors ça, c'est une vraie question. Vous avez certainement entendu parler de ce directeur général de Nestlé, suisse, oui. Laurent Freix. Voilà, exactement, qui a dû, il s'est fait limoger à la démission parce qu'il avait eu une relation consentie avec une collaboratrice qui pourtant, entre-temps, avait quitté l'entreprise et sa hiérarchie l'avait appris par délation de ses collègues, ce qui pose une vraie question. Alors on vous pose ces questions, tiens, en France, on va se les poser ensemble. Que dit la loi sur les relations au travail? Le respect de la vie privée est protégé par la loi? Jusqu'où? Le règlement intérieur peut-il aller plus loin que le droit? Et auquel cas, dans ces cas-là, vous retournez après avoir été viré devant les tribunaux. Et jusqu'où peut aller l'appel, l'incitation à ce qu'il faut bien appeler la délation entre collègues? Vous avez vécu ce type d'histoire en tant que salarié, en tant que patron, en tant que protagoniste? Venez témoigner au 0826 300 300. Et avec nos invités, Jean-Claude Delgen qui est avec nous. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Et Philippe Pateau. Oui, bonsoir. Philippe Pateau, avocat associé chez Barthélémy Avocat, qui a plaidé sur ce type de dossier, et Jean-Claude Delgen, président de Technologia, qui a publié un rapport passionnant intitulé « La romance au travail ». Amour, sexe et autres histoires, et qui vient de sortir un livre. Ce livre, magnifique. Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir, publié chez Eyrol. Voilà, on vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Alors on est très intéressés parce que c'est vrai que quand on a lu cette information, comme beaucoup de Français d'ailleurs, de dire voilà, on a une relation consentie au bureau, mais il y a plein de choses il y a plein de paramètres qu'il faut savoir. Bien entendu qu'on ne peut pas agir sur la vie privée des gens quand on est patron d'entreprise, en tout cas d'un grand groupe, mais malheureusement il y a un cadre qui fait que ça peut poser des problèmes. Jean-Claude Delgen. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2/3 de notre vie éveillée, on les passe au travail. Alors pour ceux qui en ont un, bien sûr. Et donc, l'avantage du travail, c'est quoi ? C'est qu'on peut voir les gens en réel, authentique. On voit ce qu'ils font, on voit comment ils se comportent dans telle situation. Est-ce qu'ils sont mesquins? Est-ce qu'ils sont généreux? Est-ce qu'ils sont joyeux? Est-ce qu'ils sont chiants? Vous voyez? Et donc, à partir de là, on peut dire... Il vous regarde quand il dit ça, Philippe David. À partir de là, on peut considérer que le travail est une fabuleuse agence matrimoniale. D'ailleurs, l'étude que nous avons menée montre que 46% des salariés français ont connu une histoire soit romantique, soit plutôt sexuelle au travail. 46%, oui. C'est-à-dire 1 sur 2. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que sur ces personnes qui ont eu une histoire au travail, 80% considèrent que c'est une histoire sérieuse. Simplement 17% qui sont en fait un coup d'un soir. Absolument. Voilà. Bon. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, en revanche, autre aspect très intéressant, c'est en plein dans notre sujet, c'est que la moitié de ceux qui ont eu cette histoire, c'est-à-dire à peu près 25%, se retrouvent avec vraiment des conséquences assez terrifiantes au niveau de leur travail, des rumeurs, des jalousies, des caractérisations un peu hâtives, etc., et qui peut effectivement entraîner des impacts sur le travail. Et ça, on va en parler, mais c'est quand même pas normal, parce que moi je considère que l'amour au travail ne doit pas subir de prohibition. On n'est pas donc dans un pays totalitaire ou peu pudibond. Voilà, et donc on doit pouvoir laisser s'exprimer les émotions au travail. Maître Philippe Pateau, que dit le droit? Vous qui êtes avocat associé au cabinet Barthélémy, et vous avez plaidé dans ce type de dossier, que dit le droit dans ce domaine? Il y a des règles ou pas? Oui, absolument, il y a des règles. Alors, d'abord, quand on va au travail, on y va en principe pour travailler. Oui. Mais comme le rappelle Jean-Claude Delgen, la vie privée s'arrête pas aux frontières de l'entreprise, mais évidemment. Les relations intrapersonnelles, les relations sentimentales, elles peuvent aussi se vivre au travail. Simplement, il faut qu'il y ait des règles, évidemment. C'est-à-dire que la vie privée, elle doit pouvoir s'exercer au travail, mais dans des règles qui sont fixées par l'employeur. C'est l'employeur qui fixe l'organisation du travail, qui par voie de conséquence, et vous en avez parlé par le biais du règlement intérieur,
codifie. C'est-à-dire ce que dispositif. pardon, je vous coupe, chaque entrepreneur, en tout cas patron d'entreprise, décide de son cadre de travail. Oui, pour une bonne raison, Oui. c'est qu'il est seul à assumer la responsabilité pénale qui, pour autant, peut être engagée lorsqu'il est défaillant. Donc, évidemment, il se doit, c'est une obligation, d'organiser le travail et par voie de conséquence, à un moment donné, d'aborder la question de la vie privée au travail. Au-delà des relations sentimentales, c'est l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Puis-je utiliser mon portable? Puis-je aller sur les réseaux sociaux pendant mon travail? Puis-je utiliser mon ordinateur personnel à jouer pendant mon temps de travail ou à faire mes courses, etc. Bref, tous ces éléments-là qui, il y a 20 ans, n'existaient pas, ont pénétré le monde du travail. Et donc, il appartient aujourd'hui aux employeurs simplement de fixer la règle, avec une limite qui est la liberté fondamentale liée à la vie privée, mais on va sans doute en reparler. Oui, alors moi j'avais une question, alors que quels sont les paramètres? Parce que j'imagine que entre les liens de subordination des uns, des autres, en fonction de votre métier et de votre niveau, entre guillemets, dans l'entreprise, si un subordonné est avec un de ses patrons, s'il est, parce qu'on a vu des cas avec des DRH, avec des syndicats, donc ça aussi, ça veut dire qu'il faut le prévoir en amont, en fait. Alors, il y a des règles qui s'imposent. Il y a des règles qui sont issues du droit constitutionnel, du bloc de constitutionnalité. On a des règles qui sont issues de nos obligations internationales, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'accord. Et puis il y a des règles de notre Code civil, l'article 9, qui caractérise la vie privée et qui caractérise plus exactement la protection de la vie privée. Et le Code civil parle même de vie intime. Alors, jusque-là, le texte était précis. Évidemment, c'est la casuistique qui fait qu'à un moment donné, la jurisprudence, et c'est du droit prétorien pour l'essentiel, est confrontée à la réalité. Alors, vous faites allusion à quelque chose qui a beaucoup agité le landornéo juridique, à une affaire précise que je peux relater devant vous. C'est un arrêt important du 29 mars 2024, dont la doctrine se pose la question de savoir si c'est un arrêt de principe ou un arrêt parmi d'autres. Effectivement, un patron de site, DRH, avait caché sa relation intime, dont on ne sait pas d'ailleurs si elle était extra-conjugale ou pas, avec le représentant du personnel. Et l'employeur avait appris... Donc syndicaliste. Probablement syndicaliste, et qui avait été amené d'ailleurs à discuter, compte tenu des délégations de ce directeur de site, en direct avec celui-ci, sur des opérations d'ailleurs de réduction d'effectifs, de négociation d'accords collectifs, etc. Et donc cet employeur, apprenant cette relation intime, avait engagé une procédure de licenciement pour faute grave, ce qui n'est pas rien, et assez extraordinaire, sur l'obligation de loyauté. Et donc il avait considéré que le salarié, en ne révélant pas cette relation intime, avait été défaillant par rapport à ses obligations. Et la Cour de cassation, de manière assez inattendue, devrais-je dire, pour moi qui suis témoin de la vie juridique, a validé le licenciement, considérant que, compte tenu de l'implication de ce représentant du personnel dans la négociation d'un certain nombre d'accords et des délégations que ce directeur avait, il aurait dû révéler à qui, comment, sous quelle protection. La Cour de cassation ne le dit pas. Et donc, surtout, il est licencié pour violation d'une obligation de loyauté sans pour autant qu'il soit demandé, c'est ce qui me choque le plus, en quoi le salarié avait failli du fait de cette relation intime. Mais quand on voit que chez Nestlé, il aurait eu l'obligation de dévoiler une relation avec une subordonnée, mais à partir de quel moment doit-on dire une relation? Jean-Claude Delgen, c'est une question. Après la première nuit d'amour, après le premier dîner, après quoi? Alors, parce que non, mais c'est quand même intéressant. Là, dans le cas de Nestlé, bien dans le micro. Dans le cas de Nestlé, il y a deux cas, il y a quand même deux différences. La première, c'est que on n'est pas en France, le droit français quand même. C'est en Suisse, absolument. En Suisse. Deuxièmement, dans le cas de Nestlé, c'est un mandataire social, donc c'est un peu différent. Mais c'est vrai que certaines législations, vous prenez par exemple les États-Unis, aux États-Unis, la réglementation de l'acte, disons, amoureux, de l'acte de la relation intime est très sérieusement contrôlée, puisque la moitié des sociétés exigent que il y ait une déclaration lorsque vous avez une relation avec un partenaire au sein de l'entreprise. Oui.
La moitié, c'est énorme. Et donc, oui, c'est énorme. vous avez donc une obligation de faire une déclaration à votre DRH. Vous avez la possibilité, enfin, vous avez l'obligation de signer ce qu'on appelle un love contract, c'est-à-dire que vous devez en fait. Mais à partir de quoi, oui. de quel moment? À partir du moment. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez vous exposer à un licenciement. Et donc, non, c'est très sérieux. Vous avez des boîtes aux États-Unis, par exemple. Alors, tout cela, on le voit très bien dans l'étude que nous avons menée, dont on a parlé au départ. Une étude qu'on a fait avec le centre de recherche. On va en parler dans un instant parce qu'il nous reste 30 secondes. Laissez-nous le teasing. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant. Si vous avez, vous aussi, eu une relation au bureau et que ça a été compliqué pour des raisons X, Y, Z. Oui, peu importe. 0826 300. On vous l'annonce. Le Premier ministre devrait tomber dans quelques instants. Il se peut, à un moment donné, qu'on lâche l'affaire de l'amour au bureau et on reviendra sur l'actualité politique. Mais bien entendu, on garde nos deux invités avec Jean-Claude Delgenne, avec ce livre Faire face aux risques psychosociaux aux éditions Top Management. On revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix de l'emploi ce soir avec ce sujet sur l'amour au travail. Et c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Oui, on salue Valérie, expert que vous retrouvez tous les matins, on l'embrasse de 10h à midi, qui nous envoie en fait, l'ancien patron de Nestlé a été surpris à l'hôtel par son autre maîtresse avec son autre maîtresse. Mais qu'est-ce qu'elle faisait à l'hôtel? C'est une bonne question. Si elle était avec son mari, je ne sais pas. Ouh là là, c'est un peu compliqué, mais justement une question à mettre. Attendez. Jean-Claude Delgenne est avec nous, président de Technologia, et ce livre, je le rappelle, Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir, chez Top Management, et notre avocat du jour, Philippe Pateau, qui est avocat associé chez Barthélemy Avocat. Philippe Pateau, est-ce que là, par exemple, a priori, il y aurait plusieurs aventures. Est-ce que quelqu'un, homme ou femme, il n'y a pas de question, qui collectionnerait les conquêtes, ça peut être un motif de licenciement ou considéré comme faute grave? Qu'est-ce que ça dit? Alors la jurisprudence, puisque vous l'avez compris, c'est essentiellement un droit jurisprudentiel. Oui. La jurisprudence consacre la vie privée, le respect de la vie intime, car elle en fait une liberté fondamentale, et donc un licenciement du fait de la vie intime est nul et de nul effet, sauf exception. Ah, d'accord. Et ce sont donc ces exceptions du fait de finalement des faits divers que la jurisprudence traite qui font évoluer le droit. Exemple, le trouble caractérisé à l'entreprise. Imaginons qu'un grand séducteur dans l'entreprise multiplie les conquêtes et que ces conquêtes, déçues pour certaines, ou pour certains, aussi pourraient le faire, fassent valoir qu'elles sont dérangées dans leur travail et que ça les perturbe. Ils pourraient donc en tirer comme conséquence, l'employeur pourrait en tirer comme conséquence qu'il y a un trouble caractérisé, sous réserve que ce trouble soit caractérisé. Ce n'est plus un licenciement disciplinaire, c'est un licenciement pour cause réelle et sérieuse, mais qui pourrait venir sanctionner une conduite, par exemple, particulièrement séductrice, au temps et au lieu de travail d'un collaborateur. Ce serait envisageable. Jean-Claude Delgenne, il y a cette étude qui existe, que vous avez réalisée. Qui dit quoi sur tous ces chiffres? Elle dit simplement que, en fait, l'attractivité, l'acceptabilité de la relation dépend de trois grands critères. Le premier, c'est plus simple d'avoir une relation avec un collègue quand il n'y a pas trop de relation hiérarchique. D'accord. Voilà. Oui. C'est inversement proportionnel à la relation hiérarchique, en fait. Plus vous êtes éloigné, pas dans le même service. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les relations. On ne choisit pas non plus de qui on tombe amoureux. Voilà. Voilà, c'est ça. Ceci dit. Alors attendez, je regarde si vous êtes assez loin. Non, je ne ferai rien avec vous. Non, je parle au point de vue hiérarchique. Oui, c'est ça. En fait, par exemple, l'encadrement a du mal. Il y a très peu de cadres, de cadres supérieurs qui sortent avec des personnes de rang hiérarchique très inférieur. D'accord. Ça existe, mais c'est assez rare. La deuxième chose, le deuxième critère, et ça c'est très intéressant, c'est que
il y a bon nombre de relations, mais très souvent, pour qu'il y ait relation, il faut qu'il y ait connexion en dehors de l'entreprise. Par exemple, dans les after-work, ou par exemple dans les voyages organisés par le comité d'entreprise. Voilà, donc ça c'est très intéressant. La troisième chose, c'est le genre. En particulier, les femmes sont quand même beaucoup moins réceptives à cette acceptabilité de la relation, parce que, en fait, 25% des femmes ont subi très souvent des dragues très lourdes, des actions de séduction, entre guillemets, vraiment disproportionnées. Et donc, elles sont plus rétives à ces actions, je dirais, relationnelles, amoureuses que les hommes. Mais ceci dit, bon, malgré tout, ça se fait, puisqu'encore une fois, il y a énormément de relations. Et là, c'est dans le non-dit. C'est une relation qui est dans le non-dit. Alors le problème, c'est que quand ça commence à poser, c'est souvent le problème, c'est quand il y a une rupture. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand vous êtes dans une équipe et qu'il y a la rupture et rancœur. Voilà. Et là, la personne qui, en fait, je dirais, perd l'amour, elle peut aussi souvent perdre le boulot. C'est souvent la double peine. Pourquoi ? Parce qu'elle est mal, elle va s'adresser à l'autre, souvent elle va déraper, elle va même parfois tomber dans le harcèlement sexuel, et comme la réglementation elle est pas prévue pour cela, et que les RH ne sont pas formés aussi à gérer ces situations-là, ça se termine par souvent un coup près, c'est-à-dire que la personne elle est virée. Et donc c'est souvent la double peine. Et donc il faut faire attention. Il faut donc gérer ça en informant, en gérant, en anticipation, par exemple en évitant de mettre par exemple dans les équipes commerciales, c'est souvent le cas, des gens qui sont ensemble, de les garder sur les projets ensemble. On peut gérer en fait ces questions-là. Maître Pateau, quand quelqu'un vient voir son patron en disant voilà, moi je suis DRH par exemple, j'ai une relation consentie avec quelqu'un de mon bureau ou du bureau d'à côté, ok, c'est déclaré, c'est une liaison officielle. Et si ça dérape ? Oui, alors je vais revenir sur ce que vient de dire Jean-Claude Delgenne, mais je vais répondre à votre question, c'est en lien. Ça m'arrangerait ? Dans l'affaire suisse, qu'il ne m'a pas échappé, dans l'affaire Nestlé, c'est qu'il s'agissait d'une charte interne qui obligeait les dirigeants à déclarer les relations intimes avec leurs subordonnés directs. D'accord. Et donc derrière tout ça, il y a la notion de harcèlement. C'est que les anglo-saxons, et le droit suisse n'y est pas totalement étranger non plus, sont terrorisés par les affaires de harcèlement. Si vous permettez, Sébastien Lecornu vient d'être nommé officiellement Premier ministre. Voilà, donc on fera un petit papier dans un instant. Selon TF1. Voilà, donc je suis à peu près certain que dans la tête des dirigeants de Nestlé, il y avait l'idée que ne pas respecter cette règle, c'était admettre qu'un grand patron pouvait avoir une emprise sur une subordonnée directe et que cette déclaration n'avait que d'intérêt que de protéger éventuellement cette personne pour illustrer les propos de Jean-Claude Delgenne. Il y a beaucoup de harcèlement au travail, de harcèlement sexuel au travail. Et les anglo-saxons sont terrorisés puisque les dommages et intérêts en la matière sont absolument colossaux. Ah oui. Mais alors, vous parlez des États-Unis. Il y a une affaire qui a fait beaucoup parler. Le couple illégitime PDG et DRH d'Astronomer, une entreprise américaine, filmée à leur insu lors de concerts de Coldplay aux USA. Mais là, ils n'ont rien demandé. Ils sont filmés et ils ont dû démissionner tous les deux de leur poste. Il y aurait eu même cause, mêmes effets en France, à votre avis, ou pas ? Non, pas du tout. D'abord parce que le rapport entre le droit et la morale n'est pas le même en France et aux USA. Et puis, il faut compléter l'information par dire que ce couple-là engage une action dommages et intérêts contre Coldplay. Vous avez dû le voir. Contre Coldplay, oui, c'est vrai. Allez, si vous permettez, allez, place au direct. Les vraies voix Sud Radio. Et Alban Texera, on vient de l'apprendre dans un communiqué de l'Élysée, Sébastien Lecornu vient d'être donc nommé Premier ministre. C'est donc un très proche conseiller d'Emmanuel Macron qui a été choisi, Alban. C'est la consécration d'un fidèle du macronisme. Sébastien Lecornu, 39 ans, vient de passer 8 années consécutives au gouvernement sans jamais en sortir. Entré en 2017 comme secrétaire d'État à l'écologie, il a ensuite dirigé les collectivités territoriales, les Outre-mer, les armées, poste qu'il a conservé même après
les remaniements issus de la droite. Il a commencé sa carrière politique comme maire de Vernon, une commune de 24 000 habitants dans l'Eure, proche de Bruno Le Maire. Il a milité très jeune à l'UMP avant de rejoindre Emmanuel Macron. Il est aussi lié personnellement à Gérald Darmanin, son ami de 20 ans, avec qui il partage une fidélité sans faille au président. Surnommé le Cornichon, vous avez bien entendu, par ses collègues. Il est gendarme de réserve à ses heures. Sébastien Lecornu devient donc aujourd'hui Premier ministre. Chose à retenir, il y a 9 mois, il était déjà favori pour Matignon, mais il a dû s'effacer au dernier moment au profil d'un certain François Bayrou. Reste à voir si lui aura plus de succès. Voilà, dans quelques instants, nous aurons Luc Gras en direct au 0826 300 300. Pardon, messieurs, on est obligé de le direct. Je rappelle votre livre, Jean-Claude Delgenne et Françoise Maréchal qui a coécrit ce livre, Faire face aux risques psychosociaux, guide pratique pour comprendre, prévenir et agir, aux éditions Erol. Et merci beaucoup, en tout cas, maître Philippe Pateau, avocat associé chez Barthélémy Avocat. On vous réinvitera, bien entendu. Pardon, c'est le direct et avec nous, bien entendu, Luc Gras. Bonsoir, Luc. Luc Gras, politologue. Bonsoir. Bien, merci d'avoir accepté en tout cas ce direct de dernière minute. Ça y est, Sébastien Lecornu. Alors on imaginait peut-être Yael Braun-Pivet ou quelqu'un de la gauche, et on sent quand même que c'est encore le camp d'Emmanuel Macron qui aujourd'hui est à la tête de Matignon. Oui, si l'on considère l'attitude d'Emmanuel Macron à chaque fois qu'il a un choix à faire, ce n'est pas une surprise. Il souhaitait le nommer il y a 9 mois et François Bayrou a imposé sa candidature. Donc il revient à Monsieur Lecornu. C'est un homme de confiance. Simplement, on peut observer que 3 Français sur 4, lorsqu'ils avaient été sondés sur le nom de Lecornu, avaient dit qu'ils ne le souhaitaient pas. Donc Emmanuel Macron continue dans une dynamique qui est celle de ne pas écouter les Français. Et donc, pour Sébastien Lecornu, ça va pas être facile de remonter la pente. Luc Gras, vous êtes auteur notamment du livre « La démocratie en péril ». Est-ce que les bonnes relations entre Sébastien Lecornu et Marine Le Pen, qui ne sont un secret pour personne, ont joué dans sa nomination en espérant éviter à l'avenir une censure des 120 députés RN ? Alors, vous avez raison de rappeler que Sébastien Lecornu a du savoir-faire, et notamment avec son ami Thierry Solaire, il a pu à plusieurs reprises rencontrer Marine Le Pen. Toutefois, si on écoute cette dernière, ce ne sera pas suffisant. On est à un tel niveau de crise démocratique dans ce pays où le président n'écoute pas ni les électeurs, ni les représentants de la souveraineté nationale à l'Assemblée nationale, que je crois que le fait de la qualité de relationnel entre Marine Le Pen et Sébastien Lecornu, il ne faut pas en tirer l'enseignement que ça va permettre au RN d'adopter une attitude conciliante vis-à-vis de lui. Ce sont véritablement les engagements que va prendre maintenant Sébastien Lecornu qui vont ou pas changer les choses. Alors, est-ce qu'on nous dit que Sébastien Lecornu, chargé de consulter les partis en vue de bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois, c'est un communiqué de presse de l'Élysée. Est-ce que ça veut dire que Sébastien Lecornu est un homme de compromis entre la gauche et la droite ? Alors, Sébastien Lecornu a fait toute sa carrière à droite, principalement au RPR et à l'UMP. Mais c'est vrai qu'il a une certaine habileté relationnelle qui est indiscutable. Et par conséquent, il va tenter sa chance là où le Bayrou béarnais bourru s'est cassé les dents. On attendait de Bayrou que ce soit un bon négociateur. Il n'en a rien été. Sébastien Lecornu peut pas faire pire. On dit que, alors, il est assez discret, hein, Sébastien Lecornu, et pourtant on dit de lui qu'il est assez travailleur. Est-ce qu'il va falloir, en tout cas, est-ce que ça va changer quelque chose de se dire que c'est un besogneux ? Moi, j'ai eu l'occasion de le côtoyer lorsque j'étais à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un de travailleur, c'est quelqu'un de sérieux. Il l'a d'ailleurs montré au ministère de la Défense. Mais j'ai peur que dans les circonstances actuelles et l'équation politique, cela ne suffise pas. Maintenant, il pourrait être renversé rapidement, c'est ça que vous dites ? Le choix d'Emmanuel Macron, c'est encore un choix de confort. C'est de choisir quelqu'un en qui il a confiance et qui ne lui fera pas d'ombre. La question, c'est est-ce
c'est vraiment la dernière possibilité qu'il essaye avec Sébastien Lecornu. Et si celui-ci est défait d'une manière ou d'une autre, soit au moment du budget, on peut espérer que le budget passera par le 49.3, mais à l'occasion de tout autre texte, à ce moment-là, en choisissant Lecornu, encore plus si cette fois-ci il y a une défection à l'Assemblée nationale, on comprend bien qu'il sera encore plus exposé. Et finalement, avec le choix de Lecornu, Emmanuel Macron choisit de se cornériser encore plus et davantage. Elle est pas mal celle-là. Ouais. Voilà, c'est effectivement officiel. Sébastien Lecornu est donc nommé à la tête de Matignon. Encore merci beaucoup. Merci à vous. Luc Gras. Merci à Jean-Claude Delgenne, président de Technologia aussi, et pardon à Philippe Pateau, avocat associé chez Barthélémy Avocat. Merci beaucoup. On leur a fait une infidélité en plein débat. Mais vous reviendrez. On n'a pas fini sur l'amour au travail. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain à partir de 18h avec Philippe et nos vraies voix. Merci de votre fidélité. À demain. Salut. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.